Merci, bonjour à tous et bienvenue sur cette table ronde. Le sujet, c'est DSP3. J'entre dans le vif du sujet parce qu'on n'a pas beaucoup de temps pour parler d'énormément de points. DSP3 arrive 4 ans après la mise en application de la DSP2, qui date de novembre 2019. Elle vient dans la continuité du Data Act, qui est sorti en début d'année. Également du texte sur l'Instant Payment, qui est sorti en février. La DSP3, elle réaffirme, c'est le législateur réaffirme l'intention politique et stratégique d'ouvrir les données des comptes des clients auprès d'acteurs tiers. Elle abroge la DSP2, elle concerne les statuts des acteurs, elle change des choses sur les statuts des acteurs, établissements de monnaie électronique, établissements de paiement, elle change des choses sur la supervision aussi de ces acteurs, et elle est assortie d'un règlement, le PSR, qui lui vient améliorer le fonctionnement des API Open Banking, et ajouter des évolutions fonctionnelles à ce fonctionnement des API Open Banking. C'est clairement une réaffirmation du bon fonctionnement de ces API pour l'ensemble des acteurs, dans l'intérêt aussi du consommateur et de la sécurité des données. Voilà, donc pour en parler avec nous, nous avons Pauline Morel, voilà, qui est dans le groupe BPCE depuis plus d'une douzaine d'années et aujourd'hui au cœur du sujet à la direction, chez BPCE Payment Services, en charge des relations de place. Nous avons Jérôme Trenel qui était un des fondateurs de Slimpec, un des premiers PSP à l'heure de la première directive, hein, il y a 10 ans, et qui est aussi vice-président de l'association des établissements de paiement en France. Laurent Darmon, qui a été au cœur de la DSP2 au travers de l'acquisition de Linkso, qui est le TPP du Crédit Agricole, qui est au cœur de l'innovation aussi, puisqu'il a fondé la Fabrique BCA et qui est maintenant en charge de la direction des nouvelles activités au sein du Crédit Agricole. Louis, qui est chez Fidzaï, un expert de la fraude, et il est vraiment question de aussi lutte contre la fraude au travers de ce texte. La fraude, évidemment. Et Bruno Cambounet de Sopra, qui est directeur de recherche chez Sopra et au cœur de l'open banking et même de l'open finance, vice-chairman au Berlin Group, hein, de ces sujets d'open finance. Alors, ce qu'on va dérouler, dans un premier temps, on va un point de vue général et les aspects positifs de ce package législatif. DSP3 PSR, mais il vient aussi avec un autre règlement FIDA qui prône l'ouverture des données sur l'ensemble des comptes des clients. Donc on abordera les points positifs de cette DSP3, du PSR et plus largement de ce package législatif. Et ensuite, on verra les points durs que pose la mise en œuvre du PSR et de la DSP3. Point de négociation encore ou point de difficulté opérationnelle dans la mise en œuvre. Et puis on conclura sur le calendrier et la mobilisation qu'il faut avoir dès aujourd'hui sur les acteurs. Alors peut-être en introduction, Bruno, est-ce que tu peux nous donner un peu ton interprétation de l'intention du législateur autour de ce package, et si tu prends un micro, on t'entendra très bien. Voilà. Vous m'entendez? Oui, merci Frédéric. Alors, l'intention, je pense qu'elle était claire. Des DSP, tout ce qui est DSP 2 et maintenant 3 et PSR, l'intention de la Commission avec le DSP 3 PSR, c'est d'améliorer par les leçons qu'on peut tirer depuis l'implémentation opérationnelle, on va dire, de la DSP2 depuis septembre 2019, pour aller au-delà. DSP d'une manière générale, et en particulier DSP2,
c'est une réaction, je dirais, au développement d'un certain nombre de pratiques, en particulier par des acteurs non régulés, sur des sujets risqués, qui sont de l'accès aux informations personnelles de comptes de paiement et de l'initiation de paiement. Je ne vous rappelle pas l'histoire, c'est Zofort qui avait lancé ça dans les années 2008, quelque chose comme ça. Donc DSP3 et PSR, c'est vraiment d'améliorer, de tirer parti des leçons dont on a tiré, de faire en sorte d'homogénéiser les approches. C'est le PSR, un règlement unique qui s'appliquera tel que et qui ne nécessitera pas de transposition, comme la DSP2 avait pu en avoir besoin, uniformément, je dirais, en Europe. Donc c'est ça l'intention, de faire plus simple, éventuellement, d'intégrer d'ailleurs les établissements de monnaie électronique sous le même chapeau de directives et de règlements des services de paiement. Ça, c'est l'intention. FIDA, c'est autre chose, en fait. Il y a une commonalité, on va dire, avec PSD2 parce qu'on parle d'accès aux données. FIDA, c'est l'ouverture de l'accès à l'ensemble des données financières, et même au-delà, je ne vais pas développer, sur la finance, pour permettre en fait de la valeur ajoutée au bénéfice des personnes morales et des personnes physiques. C'est ça FIDA. Et FIDA, en fait, ce n'est qu'un des chapitres de la stratégie européenne de la finance digitale qui a été dictée en septembre 2020, pour être très précis. Donc l'intention de la Commission, elle est très différente avec FIDA. DSP2, DSP3, c'est du réactif. FIDA, c'est le chapitre qui vise à mettre en place les réglementations qui permettent de tirer parti des données personnelles financières, quelles qu'elles soient, pour l'ensemble de l'écosystème, mais dans le cadre d'une stratégie financière qui comporte trois autres grands domaines de réglementation. On retrouve DORA, on retrouve MiCA, on retrouve le EIDAS 2, on en a parlé un petit peu tout à l'heure sur la première table ronde, donc l'identité numérique. Ça, c'est FIDA. Donc, intention très différente. Et Pauline Morel, donc BPCE, comment vous regardez cette évolution ? Bon, DSP3 est dans la continuité de DSP2, mais quelle est votre position par rapport à cette orientation des législateurs ? Bonjour à tous. Moi aussi, je vais distinguer les deux packages comme Bruno vient de le faire. Alors, s'agissant de PSR DSP2, je pense que c'est un texte qui, globalement, va dans le bon sens. Même si, effectivement, et on en parlera après, il y a encore des points de préoccupation majeurs. La DSP2, elle affiche aujourd'hui un bilan que nous, on considère comme mitigé, très bon en termes de sécurisation, puisqu'il y a eu un vrai recul des taux de fraude sur les paiements. Le bilan est en revanche plus mitigé sur le développement de l'open banking, puisque le texte a quand même généré beaucoup de frustration pour l'ensemble des parties prenantes, TPP, data holder et puis autorités. Donc par rapport à ça, et je rejoins ce qui vient d'être dit, je pense que PSR notamment vise juste à plusieurs égards. Le texte vise juste déjà en termes de format, puisque c'est un règlement d'application directe, comme tu l'as dit précédemment. Ça va faciliter le travail d'interprétation, de mise en œuvre et, in fine, limiter les disparités entre États membres. C'est un point qui a été compliqué dans le cadre de DSP2. Je pense que ça vise juste aussi en termes de contenu, puisque effectivement les thématiques qui sont abordées sont celles qui sont importantes. Le développement de l'open banking, je viens de le dire, donc point de frustration, il y avait besoin de clarification et c'est comme ça que se positionne le texte. Et puis sur le terrain de la sécurité, c'est un enjeu qui était crucial en 2018, c'est un enjeu qui l'est encore plus aujourd'hui et ça va continuer en ce sens avec notamment le développement de l'IA et ses détournements. Et donc là, il faut évidemment que ce soit au cœur du sujet. On en parlera après. Notre point de préoccupation, c'est qu'effectivement, la responsabilité de la lutte contre la fraude ne doit pas uniquement être portée par les banques, mais c'est bien quelque chose qui doit être collectif. Et en ce sens, le texte apporte des éléments positifs. Je pense notamment au partage de données des fraudeurs. S'agissant de FIDA maintenant,
là, alors le texte est encore en cours, hein, mais la démarche a indiscutablement ceci de positif que de vouloir rassembler les acteurs autour de la table, et puis d'introduire une notion de compensation qui certes est très limitée, mais elle a le mérite d'exister, hein, ce qui n'est pas le cas ni dans DSP2 ni dans PSR. En revanche, avec FIDA, on est sur quelque chose d'assez colossal. Et donc, par rapport à ça, dans un contexte où les banques ont énormément de choses à faire, ce qui nous importe, nous, c'est de ne pas perdre de vue la mise au service d'usage et d'usage clair, ce qui est une dimension qui, je pense, est encore à travailler dans ce texte-là. Et ça doit vraiment, à mon sens, être un prérequis qui doit guider une ouverture progressive des données pour apporter vraiment de la valeur au marché, pour permettre de saisir les opportunités marché. Oui, on voit bien que FIDA, il y a beaucoup moins de maturité encore que sur DSP3. Du point de vue des établissements de paiement, Jérôme, est-ce que ce texte va assez loin? Est-ce qu'il apporte les améliorations attendues? Parce que les TPP avaient fait quand même un bilan qui a nourri le texte, je pense, c'est TPP français. Tout à fait. Alors, bonjour à tous. Quelques remarques d'abord sur ce qui a été dit. Je ne suis pas sûr d'être d'accord avec tout ce qui a été présenté. Pour être franc, d'abord, la régulation n'a pas été uniquement faite pour cadrer ce que faisaient des établissements. Bruno, tu as eu l'air de dire que presque ces établissements faisaient des choses qui n'étaient pas tout à fait correctes. Non, la régulation qui a été apportée a été aussi pour, rappelons-le, ouvrir le marché, qui était un monopole sur les services de paiement des banques, et pour apporter de l'innovation. Et aujourd'hui, il y a énormément de TPP, d'EP, de monnaie électronique, d'établissements de monnaie électronique qui ont été créés et qui aujourd'hui font du business grâce à l'ouverture apportée par la DSP. Et tout ça est dans la ligne, la DSP2, dans la ligne de l'open data. C'est-à-dire que l'accès aux données permet à faire des services beaucoup plus évolués. Juste, je vais mentionner, donc nous, service de SlimPay, on est un spécialiste du paiement récurrent, on fait du prélèvement. Et jusqu'à présent, sans la DSP2, en fait, le prélèvement n'est pas sécurisé. Il n'y a aucun moyen d'authentifier un compte bancaire qui est donné pour faire un prélèvement. Et grâce à la DSP2, grâce à l'open banking, on peut aujourd'hui avoir une authentification forte sur un IBAN qui est donné pour pouvoir faire du prélèvement. Donc ça, c'est un use case et qui montre qu'on peut faire de l'innovation et qu'on est réellement dans la création d'innovation derrière le texte de la DSP2. Alors effectivement, nos frustrations, c'est qu'on peut aller beaucoup plus loin. La première frustration, c'est que la DSP2 est pas vraiment bien appliquée dans tous les pays. Alors certains commentaires disent c'est une utopie, ça ne marche pas. C'est pas vrai, puisque dans certains pays, alors bien sûr ils ne sont plus dans l'Europe, hein, mais si on prend l'Angleterre, désolé, mais l'open banking en Angleterre cartonne, fonctionne très très bien avec des générations de use case et une satisfaction tant du consommateur que des banques très très forte. Alors c'est plus, on va dire, c'est plus en Europe, mais quand même très inspiré, puisqu'au moment de la DSP2, l'Angleterre était encore dans l'Union européenne. Et il y a des pays, notamment dans l'Europe du Nord, et je suis bien placé pour le savoir, puisque le groupe auquel on appartient, Trustly, opère en Europe du Nord. Et là, pareil, les applications des API sont beaucoup plus matures. Donc il y a un retard très fort en France de la qualité des API. Ça a été, et le texte PSR a pour de combler ce retard? Oui et non, parce qu'en fait, bon, première bonne nouvelle, c'est que PSR, c'est un règlement. Donc ça, c'est super, transposition immédiate, et puis level playing field. Okay. Mais dans ce texte du PSR, c'est principalement aujourd'hui des issues de protection du consommateur. Okay. Tout ce qui est un peu plus loin, qui va dans la réglementation des EP ou la disponibilité des API, etc., est plutôt dans la directive. Donc là, la directive, on sait qu'il va y avoir des interprétations et que ça va être beaucoup plus loin. Mais on va revenir après sur les difficultés. Mais bonne nouvelle, le PSR est un règlement, donc il y a quand même des choses, c'est une bonne approche. Un premier règlement dans le paquet des directives. Alors, Laurent, maintenant, parce que Laurent a un pied de chaque côté, du côté des banques et du côté des TPP. Quel est, toi, ton regard sur ce texte et cette orientation? Je ne sais pas si je vais faire la synthèse des deux axes qui ont été dits. Mais si on revient à pourquoi ce texte, en effet, il était guidé par des envies d'innovation, mais plus largement, il y a deux tendances sociétales qu'on voit arriver. Une qui est liée à l'ouverture de la data et comment on redonne du pouvoir et le sens de la propriété des données aux utilisateurs. C'est quelque chose qui est très fort. Et donc, entre l'article 20 de la GDPR ou ces textes-là, on voit bien qu'il y a une volonté que
le consommateur puisse, ou l'utilisateur ou le client des banques puisse retrouver l'usage de ces données et donc décider de quel usage il veut. Et donc il y a une volonté très forte d'augmenter les usages et la valeur d'usage du législateur. L'autre tendance importante, c'est la convergence de plus en plus grâce au digital des métiers entre eux. Et la banque, finalement, historiquement, pour des raisons de sécurité qu'on comprend bien tous, était dans son monde à lui. Or, le digital, c'est la disparition des frontières entre les secteurs. Vous le voyez avec votre smartphone, vous le voyez à peu près dans tous les domaines où des choses communiquent. Donc, il fallait communiquer. Et ça amène des nouveaux usages dans le monde des personnes morales, des professionnels, des entreprises. Ça veut dire que la comptabilité va avec la gestion, va avec la banque. Et donc, tout ça, c'est du service en plus pour les clients. Et c'est la banque qui dépasse un peu ses propres frontières qui est derrière. Donc, au niveau des usages, on voit que le client lui-même peut décider des usages qu'il veut faire de sa donnée et les banques sont confrontées à des nouveaux territoires sur lesquels ils peuvent aller, où ils sont très légitimes. Parce que quand on parle de données, on parle de risque. Et aujourd'hui, qui est le meilleur acteur pour être tiers de confiance sur ces sujets-là? Il n'y a pas beaucoup de concurrents pour les banques. Donc, il y a un vrai atout pour être l'opérateur. Parce que la question qui va se poser, c'est qui va traiter ces données? Et là, on a quand même une petite schizophrénie sur le marché entre, d'un côté, des contraintes de sécurité. Je crois que ça a été dit à la table ronde d'avant, mais là, ça a été rappelé. Les taux de fraude et le nombre de fraudeurs augmentent considérablement et on ouvre les datas de plus en plus. Donc, on joue un peu aux apprentis sorciers pour le moment. On va voir, pour le moment, ça fonctionne, hein, mais la donnée qui circule ouvre un certain nombre de risques, et donc je pense que la banque va retrouver un petit peu de son sens pour être opérateur sur ces sujets. Et pour donner un dernier exemple très parlant, la DSP2, elle dit, ben voilà, rentrez vos codes ici sur un site tiers, et vous pourrez utiliser les données. Et d'un autre côté, on n'arrête pas de dire aux gens, ne donnez pas vos codes à un tiers, faites attention quand il n'y a qu'une banque qui pourra vous demander les codes. Vous voyez bien que c'est compliqué d'éduquer le grand public quand on a deux discours assez opposés. Donc, ce n'est pas irréconciliable. Ça va demander énormément de pédagogie et de savoir qui est le tiers de confiance pour opérer ces transformations dont on a besoin dans la société. Ça fait la transition vers cette deuxième partie sur les points durs, et on va commencer par le sujet de la fraude environnement. Avec un éclairage de Louis, c'est dans d'autres pays, là où l'open banking est plus avancé, et puis là aussi où le virement instantané est plus avancé, quel constat vous faites-vous sur l'évolution de la fraude? Oui, bonjour à tous. Effectivement, un commentaire aussi sur le PSR, le règlement, je pense que si ça va dans le bon sens. En tout cas, ça permet de poser les bases pour construire une meilleure protection pour les consommateurs européens. Si on parle notamment sur l'article 59 du PSR qui permet aux victimes d'être remboursées dans les cas bien précis de l'arnaque au faux conseiller. Donc ça, c'est un premier pas. Si on regarde ce qui se passe au Royaume-Uni, où les banques sont exigées de rembourser sur tout type de cas d'arnaque. Donc on est vraiment bien loin de ça. Je ne suis pas en train de dire qu'il faut faire comme les Anglais, mais en tout cas, les Anglais nous montrent une voie qui mérite d'être observée. Et on peut voir déjà les effets de cette exigence sur les banques. On peut voir par exemple que les banques, de manière plus proactive, sont en train d'améliorer leur système de détection des fraudes en temps réel pour les transactions, pas seulement pour les transactions sortantes, mais aussi pour les transactions entrantes. Autrement dit, la banque de la victime qui valide la transaction sortante, et aussi la banque de l'escroc ou du fraudeur qui reçoit le montant, parce que le montant de remboursement doit être divisé en 50% entre la banque A et la banque B. Ça pousse aussi aux banques à améliorer leur système d'onboarding. Donc on parlait dans la table ronde précédente, tous les processus de KYC méritent d'être modernisés. On voit aussi que les fraudeurs sont en train de s'adapter et d'innover, et pas seulement essayer d'usurper des identités et des crédentials d'accès pour créer des comptes mules, mais aussi de recruter des personnes sensibles carrément dans l'achat des données privées avec des fins de création de comptes mules. Donc on observe déjà.
par rapport à l'évolution de ces types de fraudes, il est bien compliqué à détecter les arnaques. On voit qu'après, avec l'arrivée des paiements instantanés à partir de l'année prochaine, ça va incentiver l'explosion de ces types de fraudes, d'arnaques. Quelques chiffres en tête, au Royaume-Uni, en l'année 2022, on parle des 500 millions de pounds de pertes liées aux arnaques. Aux US, on parle des 10 milliards de dollars de pertes liées aux arnaques en 2023. Les virements instantanés vont motiver plus les fraudeurs à augmenter ce type d'arnaque. Il ne faut pas oublier que les fraudeurs, comme dans toute entreprise, ils sont en approche business, en approche ROI. Ils vont investir leurs moyens et leurs ressources là où ils vont voir que les résultats arrivent vite. Et dû à la nature instantanée des virements instantanés, une fois que l'argent s'est quitté le compte de la victime, donc la victime ne peut plus rien faire autre que faire un recours à sa banque ou aux autorités. Donc des cas des arnaques aux faux conseillers bancaires, arnaques au sentiment, arnaques à l'emploi, on va voir, et spécialement avec l'arrivée des nouvelles technologies qui vont sophistiquer et faciliter aux fraudeurs d'être plus précis dans leurs attaques, on va voir ça remonter dans les années à venir. De ce point de vue, Pauline, le texte pose, citer l'article 59 pose débat encore et oui, alors suscite votre... Effectivement, notre réaction, oui. Alors, je ne vais pas rentrer dans le détail des articles, puisque le processus législatif n'est pas 100% fini et que le Parlement et le Conseil ne sont pas 100% alignés sur le sujet. Mais ce qui est sûr, c'est qu'effectivement, en termes d'orientation, on se dirige vers un élargissement significatif du périmètre de responsabilité des banques en matière de remboursement de la fraude. Il ne s'agit absolument pas de dire que les banques ne doivent pas être responsables, mais là, la préoccupation, c'est de dire qu'on étend la responsabilité à des cas sur lesquels on n'a absolument aucun moyen de prévention. Je pense d'une part au spoofing et puis d'autre part à l'introduction d'une notion de subjectivité dans la définition de l'autorisation. Ça, c'est plutôt au niveau du Conseil. Donc, ce pourquoi on plaide, nous, c'est de la responsabilité de l'ensemble des acteurs de la chaîne des paiements, qu'ils interviennent directement ou de manière indirecte. Je pense notamment aux opérateurs télécoms qui ont d'ores et déjà des obligations à mettre en œuvre. Donc le fait d'être en collectif sur cette lutte-là, et puis le fait aussi d'être très vigilant à ne pas déresponsabiliser l'utilisateur final, le consommateur, qu'il faut certes protéger, mais qui a un rôle clé dans l'évitement même de l'occurrence d'une fraude. Deuxième sujet qui est une nouveauté dans le texte, c'est la verification of pays. Bruno, est-ce que tu peux nous donner un peu ta vision du sujet, sa mise en œuvre, comment elle peut s'organiser? Donc c'est l'idée de pouvoir vérifier que l'IBAN qui est donné pour un paiement correspond bien au nom de la personne qui détient ce compte. Oui, mais je pense que le VOP, donc Verification of Payee, donc la vérification de l'appartenance du compte sur lequel on s'apprête à faire un virement, appartient bien au destinataire de ce paiement. Ça matérialise bien tout ce que tu viens de dire, en fait. C'est que y a deux types de cas. Soit la banque, elle maîtrise les deux comptes, c'est-à-dire le compte qui va payer et le compte qui va recevoir. Et c'est relativement facile de faire les vérifications parce qu'elle a une maîtrise intégrale de KYC, KYB des différents comptes. Mais dans la vraie vie, c'est pas comme ça. La banque du payeur et la banque du payé sont deux banques différentes. Et au milieu de tout ça, il peut y avoir un PSP qui va faire l'intermédiaire pour créer le paiement. Et comment est-ce qu'on fait? La verification of pays, c'est une super intention qui révèle le besoin de travailler de façon collaborative, pas simplement entre ce qu'on appelle les banques, c'est-à-dire les banques traditionnelles, les banques universelles ou les banques émettrices d'établissements de crédit, on va dire, mais l'ensemble des acteurs, cette fois régulés, qui interviennent dans la chaîne de valeur. Et là, effectivement, quels sont les rôles, responsabilités de chacun? Jusqu'où est-ce qu'on doit aller? Jusqu'où une banque peut faire confiance ou doit faire confiance au
PSP qui sont impliqués. Et là, il y a beaucoup de discussions. Donc, la question est vaste, en fait, parce que je pense que la réponse, ça doit être une réponse d'écosystème pour être plus large, dans lequel dans lequel les différents acteurs qui sont sur la chaîne doivent intervenir et collaborer de telle sorte à effectivement parer les fraudes. Parce que chaque maillon tout seul ne peut pas le faire. C'est une forme de scheme qu'il faudrait monter. Moi, je pense que la réponse, c'est certainement au niveau d'un scheme, c'est-à-dire non pas une réponse du régulateur, mais une réponse de l'industrie, d'organisation des rôles et responsabilités dans une approche assez dynamique du sujet pour faire évoluer les règles du jeu que les différents acteurs concernés dans la chaîne de valeur pourront et voudront établir pour parer aux évolutions. Jérôme, sur ce sujet de la verification of pays et l'idée de peut-être s'organiser entre tous les acteurs. Alors ce scheme, cette intention de faire un scheme, elle existe depuis 4 ou 5 ans. Elle s'appelle le SPL au niveau de l'EPC. Je crois qu'il doit y avoir 4 ou 5 adhérents. Les banques se sont étripées là-dessus. Personne n'a souhaité partager ces données. Donc le scheme, pour l'instant, ne fonctionne pas. Donc ça prouve que des approches de ce style, c'est pas évident parce qu'il faut créer une dynamique. Et puis après, au niveau, dans certains pays, il existe des mécanismes de verification of pays, notamment en France, avec la STET et puis la possibilité de venir utiliser les données de pays libres qui avaient été collectées. Mais bon, ça c'est un écosystème bancaire dans lequel les TPP ou les EP ne sont pas invités. Et donc en fait, moi je me pose le problème, c'est comment on gère l'innovation. Et en fait, je pense qu'il faut laisser aux acteurs innovants la possibilité d'innover et notamment la vérification of pays existe déjà et dans certains pays fonctionne très très bien. Trustly, le groupe, le met en œuvre, notamment dans des virements sortants instantanés et qui sont vérifiés par de l'open banking, où on va faire un AIS. Et donc, ça fonctionne. Faut-il encore que les API d'open banking fonctionnent? Donc, si on met en place la DSP2 et si on a des API qui fonctionnent, la vérification, on peut laisser à des acteurs innovants la capacité, la possibilité de faire de la vérification de pays et de mettre en place la chaîne qui est voulue par la DSP3. Et la verification of pays, Pauline, de toute façon, elle est aussi dans les obligations sur le virement instantané qui arrive. Oui, tu as raison, elle est également dans l'IPR, le règlement sur l'IP. Alors du coup, elle ne concerne pas uniquement les IP, même dans ce règlement-là. Et donc là, c'est un texte qui a été publié en avril dernier. Donc les compteurs tournent et on a une obligation de mise en œuvre pour le 9 ou le 10, je ne sais plus, octobre 2025. Donc évidemment, on est mobilisé là-dessus. Je pense qu'il y a beaucoup de communautés bancaires, comme tu l'évoquais, qui travaillent autour de la STET, notamment en France. Et après, effectivement, il faut que donc, des PSP différents, potentiellement dans des États membres différents, puissent communiquer. Donc là, on travaille aussi avec le PC et le scheme VOP et avec Swift. Il y a une autre nouveauté dans le texte sur le fonctionnement des API, c'est le fait de devoir mettre à disposition des clients un dashboard sur lequel il verrait les acteurs qu'il a autorisés, à qui il a donné la permission d'accès aux données et la possibilité de désactiver, d'activer ce dashboard. Bruno, la construction de ce dashboard, quelle question ça paraît clair et simple à mettre en œuvre pour l'ensemble des acteurs? Non, pas du tout, mais peut-être pour tout le monde. Le dashboard dont on parle, c'est très intéressant parce que c'est un objectif de transparence vis-à-vis des clients finaux, qu'ils soient entreprises ou individus, pour que l'obligation qui est faite aux data holders, c'est-à-dire grosso modo les établissements qui détiennent des comptes, donc les banques notamment, mais les établissements de crédit, etc., mettent à disposition en toute transparence les autorisations ou les permissions qui ont été données par ces clients, qu'ils soient personnes morales ou physiques, à des tiers. Donc les data holders, ils ont l'obligation de mettre à disposition ce tableau de bord et permettre aux clients, aux utilisateurs finaux, de décommissionner, donc d'arrêter, d'interrompre en temps réel le partage de données, ou de telle catégorie de données,
aux tiers. De l'autre côté, les tiers, les TPP, qui sont eux aussi régulés, ont obligation de fournir le consentement, enfin de garantir le consentement qu'a donné un client final, encore une fois personne morale ou physique, pour partager une donnée. Et donc, en grosso modo, ce dashboard, il a deux entrées. Il a celui qui crée la permission, il est du côté de ce qu'on appelle le data user au sens des réglementations, donc le TPP pour faire simple. Et il doit être mis à disposition pour éventuellement être décommissionné côté data holder. Donc là, pour le coup, ce dashboard, il est le nœud de complexité de l'écosystème. Ce dashboard, il force une collaboration entre les data holders et les data users. Et pourquoi c'est pas simple? Parce que c'est pas un sujet technique. Techniquement, je veux dire, les dashboards en question, en général, ils existent, même s'ils ne sont pas exposés auprès des clients dans les banques, parce que c'est absolument nécessaire pour des questions d'audit trailing, etc. Donc, dans les banques, il existe déjà. Maintenant, la problématique, elle est plutôt sur les rôles et responsabilités qu'il y a derrière. Et puis, l'autre aspect des choses, c'est que mettez-vous dans la peau d'un client. Un client, il peut avoir plusieurs établissements bancaires. Il peut aussi donner des autorisations à différents TPP. Donc, vu du client, il n'a pas qu'un seul dashboard, il en a plusieurs. Et donc, à moins qu'il ait qu'une seule banque, mais c'est quand même assez rare ces temps-ci, surtout dans les pays européens. Donc, voilà, je pense que la complexité aujourd'hui, et moi je le vois dans les débats que j'ai au niveau du groupe d'experts au service de la Commission sur l'open finance, il porte plus sur les rôles et responsabilités réglementaires qui tournent autour de ça que sur les dispositions techniques pour la mise en œuvre. Merci. Alors, il nous reste 10 minutes, donc on va conclure avec maintenant cette idée du calendrier et de la mobilisation des acteurs. Pauline, en termes de calendrier de mise en œuvre, l'horizon de mise en œuvre opérationnel, je veux dire, il est autour de quand finalement pour PSR, pour PSR, pour PSR voilà. On est plutôt sur du S2 2026. Hein. Donc ça veut dire qu'il faut qu'on se mobilise d'ores et déjà aujourd'hui. Nous, c'est ce qu'on fait au niveau du pôle digital et paiement chez BPCE pour bien instruire, bien décrypter un sujet qui est encore mouvant, le mettre en perspective des différentes réglementations en place, des schemes de l'EPC dont on n'a pas eu le temps de parler, mais qu'on pourra en reparler après, de notre existant et de nos ambitions stratégiques. L'idée, là, encore une fois, c'est d'être très collectif au-delà même de ce pôle-là qui regroupe des représentants banques populaires et caisses d'épargne et des représentants des fintech, puisque Payplug et Expolins font partie de l'équipe, pour être prêt après à bien déployer correctement dans les meilleurs délais possibles le texte. Et finalement, il n'y a pas besoin d'attendre ce texte pour travailler au bon fonctionnement des API Open Banking. Non, il n'y a pas besoin. Alors, sur les API Open Banking, il y a énormément de travail qui a été fait sur la complétude, sur la performance. C'est un sujet qui est hyper important. Il y a encore des améliorations à faire. A fortiori, si on se positionne dans la perspective de ce nouveau texte-là, c'est une priorité du pôle. On a des développements en cours qui devraient continuer à améliorer les choses. Mais c'est effectivement très important. Et sanction ou pas, c'est un enjeu fort de positionnement pour nous. Laurent, sur la mobilisation du Crédit Agricole et l'horizon de mise en œuvre. Alors, on est mobilisé. On avait un acteur que vous avez rappelé, qui est Linkso, qui est un acteur actif des SP2. Le Crédit Agricole est en train de travailler sur l'organisation des API. Il faut rappeler aussi les calendriers de DSP2. Le premier texte, c'était 2015. Les derniers textes d'application, on était après 2022. Donc, on voit que par rapport au premier calendrier et l'étalement, il peut se passer un peu de temps et il y a eu quelques changements. Donc, on verra ce qu'il en est. Là, l'enjeu pour nous à court terme, il est plutôt sur le travail sur la fraude. Comment on peut coopérer, comment on peut mettre en place les organisations par rapport à un sort de mur. On a parlé de tout ce qui arrivait avec le paiement instantané, les problématiques des mules, où on peut valider ce qu'on veut. De toute façon, c'est bien la bonne personne avec la bonne carte d'identité. Sauf que ce n'est pas vraiment lui qui est l'ayant droit
derrière le compte et quel est les codes. Donc on voit qu'on a une course à mener, et donc il y a deux calendriers. Il y a le calendrier réglementaire et puis il y a le calendrier de tout ce qu'on est en train d'ouvrir qui oblige à gérer les externalités de la place qui se sont... en tout cas, les fraudeurs vont plus vite que nous. Donc il faut qu'on s'organise pour que dès que ces nouveaux textes arrivent, on soit à la hauteur de tout ce qu'ils seront capables d'inventer. Et s'organiser avec d'autres acteurs de la chaîne. Les opérateurs télécoms aussi ont leur rôle à jouer, tu le disais. C'est le sens. Et là, il faut aussi que la régulation soit cohérente. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de choses qui vont dans un sens d'ouvrir, je le disais tout à l'heure, mais il y a beaucoup de lois sur le consentement, sur la CNIL, où les lois ne sont pas forcément très cohérentes entre elles, où on cumule des obligations de résultats et de moyens qui peuvent être quelquefois un peu contradictoires. Donc je pense qu'il faut du temps, que les choses vont trouver la juste mesure, mais on n'a pas une feuille de route qui est très très claire sur l'ensemble des sujets, sur ce qu'on a le droit de faire pour arriver à ces objectifs-là. Louis, sur ce sujet de la fraude, quel conseil vous donnez, vous, aux acteurs de la place pour bien se préparer? Oui, on vient à ce qui a été dit. En fait, je pense déjà il faut commencer à regarder leur système actuel, notamment avec l'arrivée avec l'instant payment. On peut déjà, en lien avec ce que j'ai déjà dit avant, dans mon intervention précédente, voir l'analyse des transactions entrantes, étudier la capacité de profilage des données, pas seulement transactionnelles, mais aussi tout type de données, afin de pouvoir augmenter la détection du risque d'arnaque. Un chiffre que je n'ai pas donné tout à l'heure, donc la Global Anti-Scam Alliance, c'est une organisation qui lutte contre les arnaques, estime que seulement 7% des cas d'arnaque sont signalés aux autorités. Donc si on fait une connexion avec les autres chiffres que j'ai donnés, donc 500 millions de pounds en 2022 au UK, 10 milliards de dollars l'année dernière aux US, on a déjà une idée de l'ampleur de ces problèmes. Donc déjà commencer à faire un état des lieux de l'architecture du système bancaire pour permettre une détection en temps réel des transactions entrantes, sortantes, améliorer les systèmes de KYC pour réduire le risque d'avoir des comptes nuls. Et c'est déjà des choses qui ont commencé déjà à regarder maintenant. Puis dans la préparation de la mise en œuvre, il y a le consommateur aussi, qui pour l'instant, en France en tous les cas, n'est pas du tout au fait ou peu au fait de cette possibilité de donner son consentement à ces données bancaires. Alors qu'il y a eu beaucoup de communication faite sur l'authentification forte pour les paiements en ligne, qui était un des sujets clés de la DSP2. Oui, exact. Alors, bon, souvent, dans le changement, on brigue et on motive la peur, et la peur est une des résistantes au changement. Bon, évidemment, il y a de la fraude, mais c'est pas pour ces raisons-là qu'il faut ne pas continuer à ouvrir, ne pas continuer à innover. La technologie est là pour adresser, c'est des challenges de l'industrie, mais c'est normal. Et moi, je résiste un petit peu au point de dire attention, il va y avoir de la fraude, donc il ne faut pas ouvrir. Il faut éduquer. Et c'est vrai que sur tous ces points d'accès au compte, d'initiation de paiement, aujourd'hui, il n'y a pas de communication telle qu'il y avait pu y avoir quand on est passé au virement et prélèvement SEPA. Donc moi, j'appelle à toutes les instances, les régulateurs, les fédérations d'associations, de consommateurs, mais aussi d'acteurs bancaires, TPP, à communiquer et à éduquer le marché, parce que c'est comme ça qu'on va permettre aux consommateurs de réellement comprendre quels sont ses droits et quels sont aussi les risques et comment il peut se prémunir de ces risques. Mais Laurent disait, il y a cette schizophrénie quand même pour le consommateur. On lui dit d'un côté, donnez pas vos données ou vos codes, et puis dans un parcours client en open banking, on lui demande. Pas tout à fait exact, puisque en fait, quand on utilise une authentification forte dans un parcours TPP, on utilise le processus de vérification de la banque. Donc on vient utiliser l'app de la banque. Donc on est dans la banque. On demande jamais un code bancaire au-delà de l'environnement bancaire. Donc c'est là où il ne faut pas trop jouer sur les mots. Juridiquement, c'est vrai, mais pour le grand public qui ne connaît pas, c'est pas facile pour lui de savoir quand une interface de banque et une interface qui ressemble à une interface de banque. C'est là que la confusion dans l'esprit de certains peuvent exister. C'est pour ça qu'il faut l'éduquer.
Il faut l'éduquer, comme on a éduqué les consommateurs à regarder quel était celui qui envoyait un email pour éviter le phishing. Et en 2 secondes, quand on regarde l'adresse de l'email, on voit d'où ça vient, quoi. Et donc là, pareil, les écrans bancaires de l'application bancaire du consommateur qu'il a sur son mobile, il les connaît, hein. Et donc il faut développer. Et c'est une très bonne relation qu'on a aujourd'hui avec les banques. Et ça réintermédie le rôle de la banque en tant que tiers de confiance, et sur lequel on a tous besoin et on a envie de ça. Et donc, il faut éduquer le consommateur pour dire attention, tout ce qui est lié à l'authentification, ça reste dans le sein de la banque et c'est très bien. Alors, il nous reste 5 minutes pour conclure, donner un mot de la fin à chacun. Moi, j'ai quand même l'impression qu'avec ce texte, on arrive à l'ère du temps réel, enfin, et de la généralisation de l'open banking, hein, qui, pour l'instant, on peut dire, n'a pas encore vraiment fait ses preuves en France, en tous les cas. Est-ce que, donc je vais vous donner la parole à chacun pour conclure ou mettre en perspective aussi ce sujet. Jérôme, voilà, on va procéder comme ça. Moi, je crois en 2 valeurs sociétales très importantes. La première, c'est l'open data. Et donc, d'ouvrir les systèmes, c'est inéluctable. Et ça va permettre beaucoup plus de valeur pour l'ensemble de la chaîne, tant le consommateur que les acteurs bancaires, que les TPP. Deuxième valeur, c'est l'instantanéité. Même si aujourd'hui, on résiste et on ne voit pas trop pourquoi un virement instantané serait nécessaire. Je vous rappelle que le SMS sur les téléphones mobiles, au début, on ne voyait pas trop l'intérêt. Je vous dis, les jeunes ont très, très bien compris la messagerie instantanée. On pensait que l'email était très bien avant. Ça sera pareil sur les paiements. Pauline, oui. Moi, je pense qu'on est devant un challenge sportif, hein. Alors, c'est forcément le mot de l'année pour BPCE, mais je pense que ça prend vraiment son sens, hein, sur l'application de ces textes. On a des grands enjeux à relever, on a une dimension du collectif qui est essentielle et on a besoin de règles qui soient équitables pour l'ensemble des parties prenantes. Mot de la fin, moi j'ai envie de citer l'observatoire qu'on a lancé il y a 3-4 ans chez Sopra, où on voit, donc, qui porte sur la maturité des banques digitales dans le monde, hein, pas simplement en France. On a vu l'année dernière une évolution extrêmement nette de la prise de conscience des banques que la création de valeur pour leurs clients, qu'ils soient individus ou entreprises, elle passe par une approche collaborative. En même temps, ces mêmes banques elles ont très peur parce que c'est pas facile de faire de la coopétition. Mais si je reviens sur le thème de la table ronde, DSP3, PSR, FIDA et tout le reste, hein, comme je l'ai dit en introduction, FIDA, c'est un seul chapitre de 4 chapitres de la finance digitale en Europe. Avec tout ce qui se passe en Europe, avec le IDAS, avec DORA, avec les différentes réglementations, l'IA Act, le Data Act, on va très loin. L'Europe est en avance sur le monde. Moi, j'ai des discussions en Amérique du Nord ou même dans des pays plus petits, style Singapour et autres. On est très en avance en termes réglementaires. Il faut jouer cette carte. C'est une carte collaborative et moi, j'ai hyper confiance. Mot de la fin, je pense que tout est dit dans l'intitulé de la table ronde. Donc, je pense qu'il faut permettre, on va dans la bonne direction en tout ce qui est matière de protection des consommateurs. Il faut que tous les acteurs de la chaîne de valeur puissent continuer à discuter, innover et en bénéfice des consommateurs. On ouvre un nouveau champ supplémentaire, c'est des nouveaux cas d'usage. Les banques ont à se positionner sur cette chaîne de valeur. Quel rôle elles veulent jouer? Forcément, c'est un rôle plus étendu qu'aujourd'hui. Elles doivent coopérer avec l'écosystème, avec les fintechs, que je pense qu'ils sont ici représentés. On est prêteur. Comment on réduit le risque grâce à cette donnée plus riche dont on va disposer? On conseille pour des placements. Comment on connaît mieux nos clients pour faire des conseils plus personnalisés? La banque est dans l'économie réelle. Comment on arrive à faire les liens entre la donnée bancaire et des données extérieures? Tout ça, c'est les challenges que finalement le texte va nous obliger à poser sur la table pour des nouveaux usages et une banque encore plus présente dans l'économie. Très bien, merci beaucoup. Merci à vous. Merci pour le respect du timing. Bravo.